Alors, dans cette vidéo, on va faire la quatrième partie du cours sur les séries de Fourier. Alors là, c'est une partie un peu particulière parce qu'on va voir des choses un petit peu plus difficiles. En particulier, alors, c'est pas si difficile que ça, mais bon, les démonstrations sont plus complexes. Par contre, bon, ben voilà, les résultats ne sont pas des résultats très difficiles à comprendre. Et bon, c'est vrai que ça peut être utile donc dans certains cas. Alors, il y a des cas où ce n'est pas si utile que ça parce que le théorème de Fedger, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans la leçon série de Fourier à l'oral. Donc, c'est-à-dire que si vous ne présentez pas le théorème de Fedger, qui est au programme, mais si vous avez l'option de ne pas le présenter dans la leçon sur les séries de Fourier, a priori, on ne va pas poser de questions dessus. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de culture dessus et de pouvoir le placer à un certain moment donné. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire de le présenter à l'oral. Par ailleurs, si le théorème de Fedger et ses avatars viennent à s'immiscer dans un sujet décrit, ce qui, à mon avis, peut tout à fait se présenter, probablement que ce ne sera pas à la partie 1. Néanmoins, euh, il est vrai que quand même, c'est des résultats assez forts. Donc quand même, si vous les connaissez, ça peut parfois permettre de trivialiser certains exercices qui pourraient tomber dans la partie 1 d'une épreuve, comme l'épreuve de 2021 sur les séries de Fourier, et qui sont faisables avec des outils élémentaires, mais qui sont beaucoup plus faciles à traiter en utilisant donc, toute l'artillerie liée euh, au théorème de Fetch. Bon, voilà, voilà. Donc, on va voir ça. Et donc, on va repartir donc sur le théorème de Fégel. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème de Fégel? Bon, alors déjà, ça va utiliser les séries de Fourier. Donc, SK ici, bon, c'est simplement, voilà, on a une fonction f. Bon, là, tout à l'heure, on la prendra à 16,0, mais pour l'instant, peu importe. Et on peut considérer les sommes partielles de ces séries de Fourier. Et en fait, je vous rappelle qu'on avait un petit souci donc, qui s'appelle le phénomène de Gibbs, c'est que donc, si on a une fonction qui est donc C1 par morceau, on ne va pas avoir convergence uniforme, même sur l'intervalle ouvert 0, 0 pi, et ici de nos séries de Fourier. Et donc, du coup, l'idée de Fégeur, c'est au lieu de juste essayer de voir si la série de Fourier ne tendrait pas vers F, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire une sorte de moyenne de série de Fourier pour essayer de limiter ces oscillations qui sont un petit peu gênantes. Et donc, cette idée, c'est que dire, bah, voilà, je vais prendre plusieurs sommes partielles à différents rangs, je vais faire la moyenne de ces sommes partielles, et du coup, les oscillations, les petites ondulations qu'on voit ici, devraient à peu près se compenser, et il se trouve que ça marche. Alors, pourquoi ça marche? Bon, alors en fait, la raison pour la principale pour laquelle ça marche, c'est que, donc, voilà, c'est la, la série de Fégère, ça va être la moyenne de Césaro de CSK de F, et donc cette moyenne de Césaro, donc c'est-à-dire, je rappelle, donc c'est S0 plus S1 plus Sn, et on divise par un quantenne plus 1. En fait, on peut le voir comme un produit de convolution par un noyau qui s'appelle le noyau de Fedger, bon, qui ressemble au noyau de Dirichlet qu'on avait vu dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez, pour la démonstration du théorème de Dirichlet. Et en fait, ce noyau, il est positif, contrairement au noyau de Dirichlet. Et le fait qu'il soit positif, en fait, ça fait qu'il va avoir des propriétés beaucoup plus pratique et qui va permettre donc de pouvoir démontrer des choses beaucoup plus fortes. Donc en particulier, donc, comme j'ai dit, Fn est positif. Bon, là, en faisant exactement la même démonstration que pour le noyau de Dirichlet, on peut montrer donc que le noyau de Fedger
c'est pour l'intégrale entre moins pi et pi 1 et qu'il y a une concentration en zéro. C'est-à-dire que si vous prenez l'intégrale entre delta et pi du noyau de Feijer avec delta strictement positif, ceci va tendre vers zéro. Donc toutes ces propriétés, en fait, elles vont permettre de démontrer ce théorème que si j'ai f qui continue, donc ce coup-ci, on ne suppose même pas que f est c'est un par morceau dérivable ou quoi que ce soit, juste bon, voilà, continue. Eh bien, en fait, sigma de f, ça va tendre vers f. Alors, non seulement en convergence simple, hein, ce qu'on n'a pas a priori, parce que si vous prenez une fonction C0, on peut montrer qu'on n'a pas forcément convergence simple vers f. Non, mais on a même, si vous prenez sigma de n, donc encore une fois, ça va être donc la moyenne de ces zéros des sommes partielles de Fourier, ça va converger en norme infinie vers f. Voilà, donc ça, c'est le théorème de Fégel. Alors, bon, comment on montre ça? Eh bien, on montre ça en disant la chose suivante, c'est que, bon, bah, sigma de n de f, bon, bah, c'est égal à f étoile de fn en x, et donc, voilà, on peut l'exprimer comme un produit de convolution, donc quelque chose qui va être comme une intégrale de f de x moins u multiplié par fn de u. Et f de x, on peut l'exprimer, bah, puisque en fait l'intégrale de fn sur moins pi pi va donner 1, on va l'exprimer comme une intégrale de moins pi à pi de fn multiplié par la constante fn de u multiplié par la constante f de x. Et donc on fait la différence entre les deux. Et on veut montrer donc que ça tend vers 0. Donc f étoile fn appliqué en x moins f de x tend vers 0. Et comme donc on veut montrer que cette quantité tend vers 0, donc on va montrer que le module tend vers 0 et le module intégral c'est plus petit que l'intégrale du module, on va se retrouver à montrer quelque chose comme l'intégrale de f de x moins u moins f de x en module est multiplié par le module de fn, mais là, fn est positif, donc le module de fn, bah, c'est juste fn. Donc cette intégrale-là, sur moins pi pi, tend vers 0. Et alors, bon, bah, là, en fait, on va juste utiliser la continuité de f qui va nous dire que, bon, bah, voilà, si je prends des u qui sont suffisamment proches de x, f de x moins f de x moins u, ça va être plus petit que epsilon. Très bien. Et comme, donc ça, je peux le majorer. Donc finalement, il va me rester une intégrale de fn. Et comme l'intégrale de fn, elle vaut 1, bon, bah, ça, je vais pouvoir le majorer par 1 fois epsilon, donc epsilon. Donc ça, c'est pour des u qui vont être assez proches de x. Et alors, qu'est-ce que je fais donc dans mon intégrale pour les u qui sont éloignés de x, parce que là, je ne pourrais pas dire que f de x moins f de x moins u est plus petit que epsilon. Ben là, je vais utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire que f moins f de x moins u, bon, ben, je vais le majorer par une grosse constante grand M. Je vais utiliser fn, que donc l'intégrale de f grand N pour delta fixé va tendre vers 0. Et tout ça, ça va me donner que finalement, j'ai deux termes qui tendent vers 0 et je vais bien avoir que f étoile fn va tendre vers f de x et même en fait je pourrais montrer la convergence uniforme. Voilà, donc je vais donner quelques indications pour comment démontrer ça. J'espère que c'était à peu près clair. Bon. Et bon, voilà, en tout cas, on a ça, donc il y a un résultat quand même assez fort, hein. Alors, on peut ensuite montrer un autre résultat qui est très intéressant, c'est que si on a une fonction L1, donc juste L1, bon, voilà, on peut définir la même façon sigma de n de f et montrer que sigma de n de f, ça va tendre vers f en norme L1. Donc, si f est dans L1,
sigma de n de f, bon, ça ne va pas tendre en norme infinie vers f, c'est sûr que ça ne peut pas marcher parce que sigma de f, c'est une fonction continue. Donc, si j'avais convergence uniforme, ça montrerait que f est continu. Et donc, si f est L1 non continu, clairement, ça ne va pas. Mais par contre, en fait, si f est L1, eh bien, je peux montrer la convergence dans L1 vers f. Et donc, ça, c'est quand même un résultat pas mal. Et en particulier, il y a un corollaire très puissant de ce résultat, c'est l'injectivité de la série de Fourier. C'est-à-dire que si j'ai, mettons que j'ai deux fonctions f et g qui ont les mêmes coefficients de Fourier. Alors imaginons que ce soit des fonctions dans L1. Bon, voilà, elles ont le même coefficient de Fourier. Est-ce que f est égal à g? Bien, en fait, oui. Alors pourquoi c'est le cas? Bon, bah, en fait, déjà, vous pouvez prendre f moins g. Donc voilà, bon, f moins g c'est dans L1. Je vois ces coefficients de Fourier. Bah, ces coefficients de Fourier, ils sont égaux à 0. Donc finalement, je me suis ramené à la question de si j'ai f dans L1, dont tous les coefficients de Fourier sont 0, est-ce que f est égal à 0? Alors, clairement, c'est vrai dans L2, parce que vous avez l'identité de Parseval, mais dans L1, c'est pas complètement limpide. Alors, comment faire ça? Bon, bah, très bien. On va regarder sigma de n de f. Et sigma de n de f, je vous rappelle que c'est une moyenne de Césareux de somme partielle de série de Fourier. Mais bon, en fait, toutes les séries partielles de série de Fourier de f, en fait, c'est fonction nulle parce que en fait, tous les coefficients, ils sont nuls. Donc, nécessairement, bon, bah, votre somme partielle, elle est nulle. Et donc, sigma de n de f, il est nul. Donc, sigma de n de f vaut 0. Bon, par ailleurs, on a que sigma de n de f va tendre vers f. Tout est notant nul. Bon, bah ça montre clairement que f est égal à 0. Enfin, pardon, que la norme de f dans L1 est égale à 0, donc f va être nul presque partout. Donc voilà, si vous avez f dans L1, tous les coefficients sont nuls, eh bien f va être nul presque partout. Et donc ça montre bien l'injectivité de la série de Fourier. Voilà, je vous remercie. On va s'arrêter.